Madame, monsieur, bonjour. Jean-Luc Glaise est le président du plus grand département de France métropolitaine, la Gironde. La Gironde qui a vu arriver 200 000 habitants supplémentaires en 12 ans. Socialiste, secrétaire général de l'Assemblée des départements de France, à quelques mois des prochaines élections, Jean-Luc Glaise prépare sa campagne pour un deuxième mandat. Le président de la Gironde est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Jean-Luc Glaise, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Alors, commençons tout d'abord cette émission par ce qui fait l'actualité de la semaine, la vaccination contre le coronavirus qui a débuté mercredi. En Gironde, il y a 1 600 000 habitants à peu près en Gironde. Combien de doses de vaccins avez-vous reçues pour votre département ? Alors pour l'instant, la dotation est relativement faible puisqu'elle va être progressive. D'après ce que nous a indiqué l'Agence régionale de santé, 5 000 le premier vaccin, puis 5 000 de plus. Et donc le flux des vaccins va s'accentuer, d'autant qu'il est question que le vaccin Moderna arrive la semaine prochaine. Donc nous en tout cas, ça n'est pas notre pleine compétence de distribuer les vaccins, mais par contre nous avons une compétence de vaccination. Et donc nous sommes prêts, nous, à aller vacciner désormais sur le terrain. On vient d'entendre ces chiffres par rapport au nombre d'habitants. Est-ce que vous trouvez que ces chiffres, ces doses, est-ce que c'est insuffisant pour votre département ? Ça l'est évidemment aujourd'hui à ce stade. Ce qu'il faut regarder, c'est comment la stratégie vaccinale qui est proposée par le gouvernement et par l'Agence régionale de santé va permettre de déployer rapidement un nombre de vaccins plus important. Ce que j'ai déclaré au directeur de l'ARS, j'attends de voir comment les choses se déroulent pour juger si effectivement cette stratégie est la bonne ou pas. Alors justement, on entend beaucoup de critiques qui concernent ce plan de vaccination. Quel est votre regard ou quel est votre jugement à ce stade ? Écoutez, c'est un jugement d'expert qu'il faudrait avoir que je n'ai pas forcément. L'ARS assume et le gouvernement assume pleinement cette distribution progressive en prenant d'abord des publics cibles qui sont des publics prioritaires et ensuite en diffusant de façon plus massive. Je pense que le nouveau vaccin qui arrive, qui a des conditions de conservation moins draconiennes, va permettre de diffuser plus largement. Je pense qu'il faut surtout maintenant accélérer le pas très vite de manière à faire en sorte que nous puissions enfin sortir de cette crise sanitaire qui nous a plombé tout 2020 et qui commence à plomber 2021. Vous regardez tout cela quand même avec un œil, si ce n'est d'expert, un œil très intéressé en tant qu'élu, en tant que président du département. Quels sont les retours du terrain ? Comment est-ce que les gens jugent cette situation ? Est-ce que vous constatez des faiblesses, des carences dans l'organisation ? En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il semble qu'il y ait une réticence à l'égard des vaccins, mais en même temps une impatience à voir les vaccins arriver. Et donc aujourd'hui, je crois qu'un certain nombre de personnes âgées, des personnes à risque, des personnes soignantes, sont en demande, des aides à domicile aussi. Quand je parle des soignants, je parle de façon beaucoup plus large. Les personnes en situation de handicap ont besoin d'avoir ces vaccins. Donc le retour qu'il y a aujourd'hui du terrain, c'est qu'effectivement, il y a une attente forte pour ces personnes-là. Il faut donc très vite que les vaccins puissent être déployés sur tout le territoire. Au niveau du département, donc de votre collectivité, de quelle manière, mais de manière concrète, pouvez-vous aider, vous, l'ARS ? Alors nous avons, des médecins, des puéricultrices qui peuvent vacciner, qui connaissent les protocoles. Nous avons des moyens logistiques pour transporter les vaccins sur le terrain. Nous avons des lieux dans lesquels nous pouvons mettre en place des centres de vaccination. J'ai fait cette proposition à l'Agence régionale de santé. À partir de la semaine prochaine, nous allons proposer dans les résidences autonomie, les résidences services, dans nos maisons de la solidarité, de pouvoir vacciner effectivement dès la semaine d'après, puisqu'il faut d'abord référencer les personnes qui sont volontaires, de manière à ce que nous puissions déployer le vaccin. Donc nous avons des moyens à la fois médicaux l'Agence et régionale de logistiques. santé a accepté vos propositions ? Absolument, elle est même très en demande là-dessus. Elle souhaite véritablement que nous soyons pleinement impliqués dans cette campagne de vaccination. Ce coronavirus entraîne très régulièrement des points de la part du gouvernement. C'était le cas cette semaine, mercredi, jeudi, avec le point presse du Premier ministre Jean Castex qui a confirmé les mesures actuelles. Comment avez-vous jugé ce point presse et les mesures annoncées, la confirmation des mesures annoncées par le Premier ministre cette semaine ? Pas de surprise ? Non, pas de surprise véritablement. Ce que l'on sentait bien, c'était que l'évolution de la circulation du virus laissait entendre qu'il y aurait des mesures qui seraient poursuivies dans le temps. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est la manière dont un certain nombre d'entreprises, je pense notamment aux bars, aux restaurants, tout le monde de la culture également, qui sont très impactés. Et ce qui m'interroge, c'est leur capacité à résister dans le temps. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il leur est demandé de tenir bon. Je ne sais pas s'ils pourront résister encore très longtemps. Donc il va falloir soit trouver des mesures très radicales
pendant quelques temps pour faire en sorte que la contamination ne se réalise pas, soit il faut vraiment déployer la vaccination pour permettre enfin l'ouverture de tous ces établissements. Sur le terrain, quel constat faites-vous? Vous avez des retours? Est-ce que d'ores et déjà vous voyez des entreprises plus qu'en grande difficulté, mais qui sont obligées de fermer? Puisqu'on parle de ces aides, les aides de l'État qui soutient ou qui vient en soutien, mais est-ce qu'il y a déjà des dégâts sur le terrain? Alors il y en a une partie, parce que nous les constatons notamment chez les allocataires du RSA, puisqu'on voit des indépendants, par exemple, arriver dans le champ du RSA parce qu'ils n'ont pas d'autres protections sociales. Et puis ce que l'on sent aussi, c'est que la difficulté va être au moment où il faudra rembourser tout ce que l'État a avancé, puisqu'il y a un certain nombre d'aides qui sont accordées, qui devront être remboursées à l'issue. Et l'inquiétude de ces chefs d'entreprise, c'est d'avoir à nouveau un chiffre d'affaires suffisant pour à la fois pouvoir vivre correctement et rembourser également les dettes qu'ils devront à l'égard de l'État. On parle beaucoup de l'impact de ce virus dans les grandes villes, mais il existe également cet impact en milieu rural. Vous avez un regard sur justement ce qui se passe à la campagne, j'ai envie de dire? J'ai le sentiment malgré tout que les influences du virus sur la campagne sont quand même moindres que ce qu'on peut vivre dans le secteur urbain. Néanmoins, on l'a vu, il existe certains clusters, par exemple, dans des EHPAD qui sont apparus de façon relativement importante. Ça veut donc dire que le virus circule malgré tout, bien évidemment. Il n'a pas de limite et de barrière. Et donc, il faut rester attentif à ce qui peut se passer en secteur rural, où on peut se sentir parfois peut-être un petit peu moins impacté. Mais en réalité, le virus circule malgré tout. On parle beaucoup de l'impact économique, mais quel regard portez-vous, quel retour avez-vous concernant l'impact sur le moral, l'impact psychologique? Je trouve qu'il s'aggrave de plus en plus. Je trouve qu'il y a une forme d'épuisement, une forme du coup d'agacement aussi de la population à l'égard de la durée de cette crise sanitaire. C'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement trouver rapidement les moyens d'en sortir et notamment via la vaccination. C'est absolument impératif. Alors faillite, destruction d'emplois, incertitude politique, le plus difficile est devant nous, a annoncé cette semaine Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est ce que vous ressentez vous également? Oui, parce que je crois que la crise sanitaire donc a un temps, elle a commencé à générer une crise économique, et encore une fois, je pense que les conséquences sont à venir. Et la crise sociale, elle, est déjà apparente, puisque nous avions, fin d'année 2020, 1 million de pauvres de plus en France. Pour ce qui nous concerne ici, à peu près 3 000 bénéficiaires du RSA, 3 000 locataires du RSA en plus. Et je pense que cette crise sociale va aller en s'accentuant dans les mois qui viennent. Donc je crois que le plus dur est à venir, effectivement. On va revenir dans quelques instants sur le budget, justement, de crise du département de la Gironde. Mais une question qui peut-être devient obsessionnel, mais faut-il reconfiner aujourd'hui, selon vous? Moi, je sais pas en juger à ce stade. Je pense que s'il avait fallu reconfiner, il aurait peut-être fallu reconfiner plus tôt. Mais ce que l'on voit, c'est que certains pays procèdent maintenant au reconfinement. Est-ce que cela suffira? Est-ce que c'est le temps que la vaccination puisse être mise en œuvre? Je pense qu'il revient là aux autorités gouvernementales de prendre les décisions. Ils ont leur stratégie. Il faut qu'ils l'appliquent et nous jugerons des résultats par la suite. Alors je le disais, le budget du département est désormais de près de 2 milliards d'euros, département de la Gironde. Il y a quelques semaines, ce budget a été étudié en tenant compte de l'impact de la crise sanitaire. Explication, Karim Jbali. C'est bien un budget au cœur de la crise sanitaire actuelle qui a été discuté aujourd'hui. Il s'agit d'apporter un soutien aux acteurs parmi les plus fragilisés. Sur un budget 2021 d'1,96 milliard, la crise sanitaire coûte 100 millions aux finances. La demande de RSA pour le mois de janvier est à 23 millions d'euros. Elle était à 19 l'année dernière. Pour soutenir cet effort conséquent, le programme national France Relance a permis à la Gironde de bénéficier de 40 millions qui viendront abonder les projets d'investissement. Derrière ces chiffres se dessine en filigrane l'esquisse d'un département parfois aux antipodes de l'image qu'on peut se faire depuis Paris. J'allais dire, malgré la place de la Bourse, malgré la façade des quais, malgré les villas d'Arcachon, malgré le Cap Ferré, la pauvreté de ce département existe, elle est là. Et donc la Gironde doit faire face à une montée de la pauvreté qui est extrêmement préoccupante pour l'avenir. Cette urgence sociale légitime le département en première ligne face à cette crise. Formidable revanche pour une collectivité territoriale qu'il était question de supprimer il y a 5 ans à peine. Alors la crise sanitaire, on vient de le dire, a aggravé la situation des plus précaires. Vous venez de commencer à en parler, mais quels sont vos retours du terrain? Quels sont les chiffres concernant ces secteurs en grande difficulté et les personnes qui souffrent aujourd'hui?
Alors, sur les chiffres globaux, 90 000 allocataires du RSA fin d'année 2020 et 12 millions d'euros de plus au titre du RSA pour le département de la Gironde. C'est donc déjà un fait majeur. Sur les catégories, ce qui est important, c'est qu'on voit des catégories de population qui désormais entrent dans le giron du RSA et qui n'étaient pas là précédemment. Je pense aux indépendants, travailleurs indépendants, dont l'activité économique n'a pas pu perdurer dans le temps. On a de plus en plus de femmes seules, ces jeunes de 18 à 25 ans qui, eux, ne touchent même pas le RSA et se trouvent dans le champ de la pauvreté. Il y a également des retraités pauvres que l'on voit arriver de plus en plus à la porte des associations de solidarité. Donc il y a un certain nombre de catégories, effectivement, que la crise accentue, dont la précarité est accentuée par la crise et qui aujourd'hui arrivent à la porte soit du département, soit des associations. Et cette pauvreté, on voit, donc vous venez de le dire, ces demandes d'aide qui arrivent également, quelle forme elle prend dans le quotidien, dans la vie de ces gens-là ? Je crois que ce sont des besoins tout à fait élémentaires. Il y a des questions d'alimentation, tout simplement. Il y a des questions d'habillement parfois aussi. Et puis il y a la nécessité de payer tout simplement son loyer, d'arriver à garder un toit, de payer éventuellement les factures aussi de chauffage ou d'électricité. Donc nous sommes bien sur des besoins alimentaires qui touchent ces personnes-là aujourd'hui, qui ont basculé souvent d'une précarité vers une pauvreté et qui accentue aujourd'hui la réalité de la dégradation sociale dans le pays. On voit également que les étudiants sont impactés de manière très forte par cette crise, des étudiants qui ne peuvent plus manger à leur faim et qui ont du mal, donc évidemment, à subvenir à leurs besoins et d'assurer leurs études en même temps. Oui, absolument. Les étudiants et les jeunes en général, 18 à 25 ans, parce que les petits boulots auxquels ils avaient accès précédemment ne sont plus aujourd'hui disponibles. Donc lorsque les familles peuvent assurer derrière, ça se passe bien, mais lorsque les familles n'ont pas beaucoup de moyens, eh bien ce sont les jeunes qui doivent se débrouiller eux-mêmes et qui souvent font la queue au Crous ou auprès des banques alimentaires pour essayer de trouver des solutions. Alors avant même cette crise sanitaire, vous aviez abordé le dossier de ces aides pour les personnes les plus démunies à travers un process que vous avez appelé le revenu de base. Vous en avez parlé dès 2017. Vous avez été leader au niveau des départements dans le cadre de cette proposition. Vous avez été suivi par de nombreux présidents de départements depuis. Quelle est la philosophie de ce principe du revenu de base ? Elle consiste à dire qu'il est indispensable dans une république qui promeut l'égalité et la fraternité que nous garantissions un revenu digne pour les personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas y avoir accès. Et donc lorsqu'on cite les jeunes typiquement, 18 à 25 ans, ils sont généralement exclus du giron du RSA qui a d'ailleurs prouvé ses limites aussi en termes de protection sociale. Et donc l'idée, ça serait de générer un nouveau revenu qui soit un vrai revenu d'émancipation, qui permette à chacun, lorsque le parcours de vie qui aujourd'hui est de plus en plus fractionné se trouve en dégradation de situation de vie, qu'il puisse y avoir un revenu qui leur permette de continuer à franchir ces étapes difficiles et puis à trouver les voies d'une formation, d'un emploi, d'un métier, d'avoir un vrai choix, y compris sur des valeurs d'utilité sociale, dans un engagement par exemple associatif ou humanitaire. À quel niveau avez-vous situé justement ce niveau de revenu ? Alors nous étions, sur une hypothèse d'expérimentation qui était à peu près à 850 € par mois. Mais aujourd'hui, si l'on veut aborder véritablement le sujet sur le fond, il faut envisager à côté une réforme fiscale pour aller chercher les moyens là où ils se trouvent et assurer de la redistribution et essayer d'atteindre plutôt les 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, les personnes qui n'ont pas 1 000 € par mois, ça représente combien de personnes dans votre département, par exemple, aujourd'hui en Gironde ? Je n'ai pas le chiffre spontanément, mais par contre, je sais qu'il existe beaucoup de personnes qui se trouvent sur des travaux à temps partiel et qui ont du mal effectivement à joindre les deux bouts parce qu'elles n'atteignent même pas ce qui s'appelle le seuil de pauvreté et qui se situe à peu près au niveau de ces 1 000 € par mois. On comprend le principe. Est-ce que vous, au niveau de votre budget, puisqu'on a parlé budget il y a quelques minutes, le département est en mesure de supporter cette charge supplémentaire ? Il ne pourra pas la supporter seul, mais c'est une charge qui relève de la solidarité nationale. C'est-à-dire quelque part, c'est à l'État, globalement, en lien avec les départements, bien évidemment, à faire en sorte que nous puissions assurer la solidarité nationale. Encore une fois, c'est une question d'égalité et de fraternité dans le pays. Pour l'instant, l'État, le chef de l'État, n'a pas donné suite, n'a pas souhaité, en tous les cas, vous rejoindre totalement sur ce projet-là. Il a évoqué un revenu universel, mais qui n'est pas votre revenu de base. Non, qui n'est pas tout à fait le même, effectivement. Il y a un certain nombre de divergences. Il y a par contre une intervention à l'Assemblée nationale récente du groupe majoritaire du président de la République qui souhaite lancer un débat citoyen sur un modèle de revenu de base qui est très proche de celui que nous portons. Donc il sera intéressant de voir si ce débat a enfin lieu. Ça veut dire que vous êtes optimiste quant à la mise en place, l'installation de ce revenu de base rapidement ?
Je pense que la question sociale est aujourd'hui à nouveau à l'agenda de la République française et donc il faut véritablement se saisir de ce sujet et faire en sorte d'y apporter des solutions plus satisfaisantes que celles qui existent aujourd'hui. Un mot et retour à nouveau sur l'actualité de la semaine. Le week-end dernier, dans le quartier des Aubiers, à Bordeaux, une fusillade a fait un mort, un jeune de 16 ans, et 4 blessés, dont 3 mineurs. Un règlement de compte, l'enquête le dira, mais quel constat faites-vous derrière ce fait divers et cette escalade de violence ? D'abord, un constat tragique, évidemment, pour le jeune qui est décédé, et puis de façon plus globale, toutes celles et ceux qui subissent ces conditions de violence. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui dans la société française de violence, et pas simplement d'ailleurs dans la société française. Je pense que nous étions relativement épargnés dans ce département jusqu'à présent, plutôt une terre de tempérance qui était assez protégée. Désormais, nous voyons effectivement que les phénomènes ont tendance à s'accentuer. Je pense qu'il faut d'abord des mesures impératives de sécurité pour protéger les habitants dans ces quartiers. Il faut aussi éviter le sentiment d'abandon. Je crois qu'un commissariat a été fermé il y a quelques années dans le quartier des Aubiers. Je pense qu'il ne faut surtout pas que les services publics, celui du département, la Maison de la Solidarité est toujours présente là-bas. Il faut des services publics, il faut impérativement être présent, garantir bien sûr la sécurité, y compris avec les forces de l'ordre, et puis assurer aussi de la prévention spécialisée, des actions éducatives pour faire en sorte de travailler sur les jeunes pour que demain ils ne versent pas précisément dans la violence. Ça veut dire que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est que tout ce que vous venez d'indiquer n'a pas été fait ou a été abandonné ? Alors, c'est pas que ça n'a pas forcément été fait. La prévention spécialisée, nous la pratiquons là-bas dans les quartiers avec des associations et elle permet certainement d'éviter d'autres événements comme celui-ci. Pour autant, je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie nécessité à saisir la question de la sécurité. Nous avons une réunion la semaine prochaine entre la ville de Bordeaux, la métropole, le département et l'État pour justement regarder de quelle manière il faut apporter impérativement des solutions, y compris sur des questions de force de l'ordre dans ces quartiers. En tant que président du conseil départemental, donc de la Gironde, vous avez parmi vos responsabilités l'accompagnement des mineurs non accompagnés. L'augmentation de la violence à Bordeaux depuis 2019 a-t-elle un lien justement avec la présence de mineurs non accompagnés ? Je dis ça parce que certaines personnes, notamment des responsables de la police, ont pu mettre en cause les mineurs non accompagnés. Alors il y a un vrai problème de sémantique. Un mineur non accompagné, c'est une notion juridique qui transfère un mineur qui se trouve par exemple en Gironde et qui est isolé, sans parents, sans famille, il est versé dans le champ de la protection de l'enfance. Ça veut dire qu'il est protégé ensuite par le département. Aucun fait de délinquance aujourd'hui, en tout cas peut-être à la marge, mais absolument aucun fait de délinquance n'est produit par des mineurs confiés au département de la Gironde. En revanche, il y a des mineurs qui, eux, sont victimes de réseaux mafieux qui les placent sous addiction, qui les droguent et qui ensuite les amènent à commettre des faits de violence. Et ça, ce ne sont pas des mineurs non accompagnés. C'est une terminologie qu'il faut employer avec beaucoup de délicatesse. C'est une notion juridique qui ne s'emploie pas dans n'importe quelle situation. Et les mineurs aujourd'hui qui produisent de la délinquance, quand ils sont mineurs d'ailleurs, parce que parfois ils sont aussi majeurs, ne relèvent pas du champ des MNA et donc des mineurs non accompagnés de la protection de l'enfance du département. Cette violence pour autant existe, se développe ces derniers mois, ces dernières années, à Bordeaux mais également en Gironde. Que faire pour tenter d'inverser cette tendance et trouver des solutions ? Alors là, c'est vraiment une responsabilité de l'État que d'essayer de travailler sur ces réseaux mafieux, de les démanteler, de faire en sorte, s'il y avait des mineurs au milieu, de les transférer au département pour que nous puissions les protéger, parce que s'ils sont exploités par ces réseaux mafieux, il faut bien aussi les protéger. Mais en tout cas, il relève de l'État et de la ville également d'assurer la protection via les forces de l'ordre, via la police municipale, pour garantir effectivement que ces réseaux mafieux ne fonctionnent plus, parce qu'il s'agit là de traite humaine et de jeunes ou de majeurs qui sont exploités par d'autres dans le cadre de la délinquance. La ville de Bordeaux a un nouveau maire, ça ne vous a pas échappé depuis le mois de juin de l'année dernière. Quels sont vos échanges et vos relations, alors sur ce dossier, mais sur d'autres également, avec Pierre Urmic en l'occurrence ? Alors sur ce dossier, nous allons l'avoir plus particulièrement puisque l'accident tragique des Aubiers s'est produit. Sinon, nous avons des relations avec Pierre Urmic qui sont des relations de partenariat entre le département et la ville, comme on peut l'avoir sur certains sujets, par exemple des sujets sociaux ou de solidarité puisqu'ils relèvent de compétences départementales et que nous travaillons par exemple avec son centre communal d'action sociale. Donc ce sont des relations qui sont tout à fait à la fois institutionnelles et à la fois cordiales entre le maire de Bordeaux et moi-même. Comment jugez-vous son début de mandat puisqu'il est
à 6 mois de mandat maintenant. Oui, je crois qu'il faut laisser un peu de temps à l'installation d'une équipe, c'est toujours un peu compliqué, alors d'autant qu'il est arrivé en conquête de la ville, donc il faut installer un cabinet, des équipes autour de soi. Donc je crois qu'il faut laisser un peu de temps à la maturité de l'exercice politique de Pierre Hermic pour vraiment pouvoir en juger. En tout cas, je pense qu'il prend la mesure des choses, puisque notamment sur les questions de violence aujourd'hui, il a semble-t-il envie de prendre le sujet à bras-le-corps. L'INSEE a sorti une enquête très intéressante ces derniers jours concernant justement le développement de la population dans les départements en France. Et on constate qu'en Gironde, la Gironde a gagné plus de 200 000 habitants en 12 ans. C'est considérable. Comment expliquez-vous ce succès tout d'abord ? Alors, nous sommes un des départements les plus attractifs de France. Si j'étais chauvin, je vous dirais que c'est le plus beau de France, donc c'est normal. Non, plus sérieusement, je pense que toute la façade ouest aujourd'hui est une façade qui attire beaucoup. La Gironde est concernée, mais si on prend la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, même les Landes, il y a un afflux de population nouvelle qui arrive sur nos territoires, parce que le climat est agréable, parce que l'océan est à proximité. Enfin, il y a puis Bordeaux, je crois, est une ville qui aujourd'hui attire en tant que telle. Donc, par contre, c'est un niveau d'exigence très fort en face, puisqu'il faut que nous soyons à la hauteur des équipements et des services publics. Et alors justement, est-ce que le département, est-ce que l'agglomération, la ville, est-ce que ces collectivités sont à la hauteur ou est-ce qu'elles n'ont pas été dépassées par moment par ce succès ? Alors, nous essayons de ne pas l'être pour ce qui concerne le département. Je pense notamment à la construction des collèges, puisque nous avons un plan collège extrêmement ambitieux de création, de construction de 13 collèges nouveaux. Et vous avez lancé cette semaine un projet de collège première pierre au quartier Ginko, oui, à Bordeaux. Ça fait partie de ce plan collège. Tout à fait. Il y aura 5 premières pierres d'ici le mois de mars et 4 ouvertures de collèges d'ici la fin de l'année 2021 qui seront donc réalisées en construction neuve pour partie ou en réhabilitation. Donc nous essayons d'être à la hauteur, mais évidemment, par exemple, la question des mobilités reste un sujet fondamental dans ce département. Et là, entre les routes départementales, les routes relevant de l'État, la rocade, la métropole, etc., il y a tout un travail à opérer. Moi, j'ai souhaité lancer une démarche qui s'appelle Territoires en commun et qui vise à faire en sorte que Bordeaux, la métropole, le département et la région travaillent au mieux ensemble pour articuler nos politiques publiques et répondre à cette arrivée de populations nouvelles et puis à celles et ceux qui sont déjà ici. Les prochaines élections départementales étaient programmées normalement en mars 2021, mars prochain. Bon, elles sont reportées. Probablement en juin prochain. Vous confirmez cette date ? Ce n'est pas officiel ? Non, c'est ce qui est dans les tuyaux, puisque le rapport Debré a proposé la date du mois de juin. De ce que l'on entend aujourd'hui, ce serait peut-être les 20 et 27 juin. En tout cas, tout ça reste à arbitrer au niveau du gouvernement. Mais en tout cas, c'est ce qui se profile aujourd'hui au regard de la crise sanitaire. Ça ne sera pas mars, c'est certain. Vous serez à nouveau candidat ? Oui, je serai nouveau candidat d'abord sur mon canton parce qu'il s'agit de 33 élections dans 33 cantons. Ce n'est pas un scrutin de liste comme les régionales par exemple. Donc je serai évidemment candidat sur mon canton. Et si candidat également pour un deuxième mandat à la tête du département de la Gironde ? Bien sûr, parce que nous avons accompli un certain nombre de choses. Nous avons aussi de belles pistes et de beaux projets pour la Gironde, donc je crois qu'il nous reste à faire et que nous avons envie, avec un certain nombre de mes coéquipières et coéquipiers, de continuer cette aventure-là et de porter la Gironde. Alors je sais bien que vous n'êtes pas encore en campagne, mais s'il devait y avoir un projet à porter pour votre campagne et votre prochain mandat, quel serait ce projet ? Je vais faire simple en vous répondant sur un projet qui va durer dans le temps, ou 2 projets qui vont durer dans le temps. Le plan collège qui va nécessiter donc de déployer d'ici 2024-2025 des collèges nouveaux, et puis la fibre optique. Moi je suis très attaché à ce projet parce que pour moi c'est une forme d'aboutissement des choix politiques que nous faisons. Travailler pour toutes et tous, partout. Il n'y aura pas une maison de Girondines, de Girondins, où qu'elle soit située en Gironde, qui n'ait pas d'ici 2024 la fibre optique et le très haut débit. C'est donc ce type d'aboutissement de projet que j'ai envie de mener à terme. Et on voit qu'avec le télétravail, ça fait partie des choses importantes, notamment pour l'aménagement du territoire. Il y aura également une élection régionale en juin prochain, probablement, en même temps que les départementales. Que pensez-vous de la candidature d'Alain Rousset pour les régionales, pour le Parti socialiste ? Je pense qu'il a une légitimité parce qu'il a une connaissance de la région qu'il a réussi d'ailleurs à élargir du fait de la recomposition. Et je pense qu'il a réussi aussi à démontrer qu'il n'était pas que le président de l'ancienne Aquitaine, mais qu'il avait su aussi aller en Poitou-Charentes ou en Limousin. Voilà, je pense qu'il a une bonne connaissance de ce que sont les compétences régionales. C'est quelqu'un à qui on peut parler d'économie, de recherche et de développement, d'innovation, de lycée, de transport désormais, puisqu'il a récupéré la compétence transport. Donc je pense qu'il a... Pour vous, c'est le bon candidat pour le Parti socialiste ? Oui, je pense impérativement qu'il est absolument
absolument en capacité de mener une liste qui sera renouvelée, bien évidemment, avec des candidats divers et variés. Vendredi, c'était un hommage d'Emmanuel Macron à François Mitterrand dans le cadre des 25 ans de la mort de François Mitterrand, donc à Jarnac, en Charente. Quelle image gardez-vous de François Mitterrand? Que reste-t-il de François Mitterrand pour vous? Alors, la première image, c'est cette image de son visage un peu pixelisé qui apparaît le jour de son élection et où je me rappelle de ce formidable élan d'espoir. C'est aussi un certain nombre de mesures phares, l'abolition de la peine de mort, la semaine de 39 heures à l'époque, la 5e semaine de congés payés, et puis quelque chose auquel je suis forcément attaché en qualité de Girondin, toutes les lois de décentralisation, les premières lois de décentralisation qui ont donné beaucoup de pouvoir aux collectivités locales, et je pense que c'était un pas majeur qui a été franchi à l'époque. Et puis évidemment, il y a toutes les valeurs socialistes qu'il a pu porter et auxquelles nous restons fondamentalement attachés. Et le lien avec l'Aquitaine, et notamment les Landes et l'Atché. C'est bientôt la fin de cette émission. On connaît peu votre personnalité, vos passions. Vous vous livrez un peu dans un livre sorti il y a quelques mois que j'ai ici, Être Girondin, la démocratie du quotidien, un entretien avec Jean Petot aux éditions du Bord de l'eau. On découvre votre passion pour la photo. Pourquoi cette passion et de quelle manière l'exprimez-vous ? Alors, c'est une passion qui est ancienne, qui date du temps où j'étais adolescent puis étudiant, et donc j'avais à l'époque des appareils qui n'étaient pas numériques, qui étaient les appareils classiques avec les pellicules, donc on loupait parfois ces photos, mais ce qui nous apprenait aussi à les travailler un peu. Et donc aujourd'hui, je pratique plutôt de façon beaucoup plus souple avec un téléphone mobile, et donc je profite de mes déplacements en Gironde souvent pour prendre un certain nombre d'images de ma Gironde, de la Gironde dont je la conçois ou de la manière dont je la traverse. Donc ce ne sont pas forcément des photos très artistiques, mais plutôt des photos qui visent à restituer des moments, des temps, des prismes, des angles de vue. Voilà, donc je garde cette passion-là. Oui. Et en 30 secondes, vraiment, avant la fin de cette émission, vous expliquez également, vous êtes un élu de Captieux, je le rappelle, vous expliquez depuis votre enfance, la forêt est un refuge. Vous aimez énormément la forêt, c'est une manière de vous ressourcer, la forêt? Oui, c'est une manière de nous ressourcer. Enfin, moi j'ai l'habitude à Captieux, effectivement, c'est une commune de 11 000 hectares, donc c'est une grande commune. Et les pins sont juste à proximité, donc aller se promener dans les bois, aller parfois rencontrer des personnes ici ou là dans la forêt. Moi, je trouve que c'est tout à fait un vrai poumon, un vrai oxygène dont j'ai besoin régulièrement. Merci Jean-Luc Glaise, c'est la fin de cette émission. Merci. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.